Bienvenue, merci d'être avec nous pour cette nouvelle formule de Reporter le Doc, le magazine de reportage long format de France 24. 10 pays séparent le Brésil, au sud de cette carte, du Canada, tout au nord du continent américain. Chaque année, ils sont des milliers à traverser ces pays par tous les moyens. Ils viennent de Cuba, du Venezuela ou d'Haïti, mais aussi, plus récemment, d'Afrique ou d'Asie. Et chaque année, cette route tue. Souvent dans l'indifférence générale, mais parfois aussi avec la complicité des autorités. Nous avons emprunté cette route aux nombreux visages. Nous avons suivi Rosette, Godet et leur fille dans leur nouveau départ. Pendant 5 mois, nous avons remonté jusqu'au Canada, ce que beaucoup appellent la route de la mort, un reportage de François Riouet avec les équipes de France 24, Radio-Canada et la RCN de Colombie. Jésus, merci Seigneur. Jésus. Dernière prière avant le départ. Rosette, 42 ans, a fui la République démocratique du Congo. Merci Seigneur. Merci Jésus. Demain, dans le plus grand secret, elle prendra la route avec son compagnon et ses filles, Maria, 5 ans, et Pauline, 13 ans. Objectif, le Canada. 20 000 kilomètres d'une route incertaine, coûteuse et parfois mortelle. 11 frontières à franchir, entre les mains de puissants réseaux clandestins de passeurs et de cartels. Et pour seule boussole, quelques messages laissés par d'autres migrants sur les réseaux sociaux. Il a dit ceci. Dès que vous arrivez en frontière, il y aura des taximens. Ces taximens-là, les taximens à la frontière jusqu'au Pérou, on paye 100 réals. Il faut faire attention, ces taximens sont des traîtres. Son mari, Godet, ne montrera pas son visage. Il nous dit être menacé de mort pour s'être opposé au régime de Joseph Kabila. C'est comme ça. Il y a tout le chemin. Il y a les suies, il y a les draps, il y a ce que je vais me taper pendant la nuit. Exceptionnellement, sous des noms d'emprunt, ils ont accepté qu'on les suive. Pendant 5 mois, nous remonterons jusqu'au Canada, la nouvelle route de l'exil des migrants clandestins. Sao Paulo, ville-monde de 12 millions d'habitants. Depuis ces quartiers populaires commence une nouvelle route de l'immigration pour des milliers d'hommes et de femmes. Souvent sans papier, près de 7000 trouvent refuge chaque année chez le père Paolo. Suite au séisme de 2010, plus de 30 000 Haïtiens sont arrivés au Brésil. Mais depuis quelques mois, les demandeurs d'asile viennent de beaucoup plus loin. 76% viennent du continent africain. La plus grande partie vient d'Angola, mais il y en a aussi qui viennent de République démocratique du Congo, du Nigeria, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, du Sierra Leone et enfin une dernière partie d'Amérique latine. Souvent grâce à un visa touristique, ceux qui ont tourné le dos à la Méditerranée et à l'Europe trouvent au Brésil une terre d'accueil ou de transit quand l'objectif est d'atteindre les États-Unis et le Canada. Ce sont 2 Marocains. Quand les conditions de vie n'offrent pas l'opportunité d'avoir une vie digne, l'homme cherche des alternatives jusqu'à risquer sa vie, qu'il y ait Trump ou pas Trump, avec mur ou sans mur. Ça va, t'as froid? T'as encore froid? Tu veux une veste? Je vais voir si j'ai ça.
Chez Rosette, c'est l'heure du dernier tour de clé dans la porte. Avec une vie d'économie dans un sac, rendez-vous à la gare routière de Sao Paulo. Rosette et Godet ne voyagent pas seuls. Ils retrouvent 2 autres familles, congolaises elles aussi. Sur la route, ils espèrent que leur nombre fera leur force. Tous veulent demander l'asile en Amérique du Nord. Peu d'entre eux atteindront leur objectif. Pour rejoindre le Pérou, il faut d'abord traverser 5 régions du Brésil. 4 jours de bus, 1000 km par jour. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Il me rassure, il a déjà préparé mon chemin. Je sais que je marche avec l'Éternel. Là où je serai, il ne me laissera pas. Il est toujours avec moi. S'ils parviennent à atteindre le Canada, Rosette et Godet demanderont l'asile politique. Moi, je ne souhaite pas vivre hors de mon pays. Je ne souhaite pas. Je suis ainsi dans cette condition-là parce que j'ai quitté mon pays en fuyant parce qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, de mauvais esprit de nos dirigeants. Vous, les Blancs, vous ne sortez pas dans votre pays parce qu'il y a la paix, il y a la démocratie. Mais nous sortons parce qu'il n'y a rien. Il y a rien. Alors il faut que vous, le Blanc, vous nous supportez dans votre pays, parce que tout cela est causé par le Blanc. Les escales s'enchaînent. Quand il y en a, les hommes du groupe se connectent au réseau Wi-Fi pour trouver quelques repères en ces terres inconnues. À l'approche de la frontière, le groupe se concerte avant dispersion. Maintenant, il faut que nous adoptions une stratégie. Nous ne devons prendre les bus que la nuit. Cela nous permettra d'éviter les dépenses liées à l'hôtel. Nous sommes réunis ici entre nous pour prendre une décision ici. Nous allons quitter ici pour la frontière. Nous allons prendre les taxis. Il faudrait que nous restons un. Il faudrait qu'il y ait entre nous l'amour des prochains. Il faudrait être en communion, une même langage. Si tout se passe bien, ils se retrouveront côté péruvien. Il faut partir en taxi jusqu'à Assis-Brasil. Ici passent la plupart des migrants sans papier vers le Pérou. Nous arrêtons à quelques mètres de la frontière entre Brésil et Pérou. Pas question de franchir la ligne en taxi. Godet a négocié avec un passeur pour éviter tout contrôle d'identité. Nous avons battu jusqu'à 50, nous avons négocié avec jusqu'à $50 à chacun. Oui. Bon, c'est normal parce qu'il doit se payer aussi le policier pendant en cours de route. Il faut qu'il reste avec quelque chose. Si on rattrape, nous sommes refoulés. À partir d'ici, Rosette, Godet et leurs enfants entrent dans la clandestinité. La camionnette des passeurs s'éloigne et franchit le poste frontière, sans aucun contrôle. Direction l'Équateur, rare porte d'entrée sur le continent américain. Le pays n'applique presque aucune restriction sur ses visas. 230 000 demandeurs d'asile y ont déjà trouvé refuge, un record sur le continent. Ici, comme à Sao Paulo, certains s'arrêtent et refont leur vie, dissuadés par la perspective d'emprunter une route qui tue. Rosette, elle, ne fait que passer. Nous la retrouvons à Tulcán, à la frontière colombienne. L'important c'est que nous avançons, nous atteignons notre objectif, c'est ça.
Même que le Pérou était difficile pour nous. Moi, comme j'avais vu les policiers, moi je sais que les policiers protègent le peuple. Ils ont payé, ils ont pris $700. Un passeur est trouvé. Rosette et ses filles embarquent. Ici, l'immigration colombienne opère des contrôles d'identité aléatoires. En cas d'arrestation, les clandestins sont renvoyés en Équateur. Rumichaca est l'un des postes frontières les plus fréquentés du pays. À la nuit tombée, Rosette et son groupe s'en remettent aux passeurs pour se fondre dans les trafics. Ils ne savent pas si ces trafiquants sont de bonne foi. Il faut être honnête dans ce que l'on fait, mais certains trafiquants ne le sont pas. Du coup, c'est comme signer son arrêt de mort. Les trafiquants veulent les y amener de façon clandestine. Ils veulent les voler, les agresser, profiter d'eux, violer les femmes. Face à des autorités au champ d'action limité, une armée de l'ombre sans frontières. Celle des passeurs et des cartels de trafiquants. L'un d'entre eux accepte de nous parler de sa filière internationale. Sans nier la violence de son milieu, il accuse les autorités d'être complices du trafic de migrants. En Équateur, nous payons les policiers. Et en Colombie, nous payons l'immigration. Et ce n'est un secret pour personne que sans leur aide, nous n'arriverions jamais à passer. De leur côté, les autorités frontalières admettent des dérives internes, mais assurent lutter sans relâche contre la corruption de leurs agents. Ici opèrent plusieurs réseaux, pour autant de routes du trafic, mais tous ont la même destination, l'Amérique du Nord. Nous retrouvons Rosette à l'immigration colombienne, à Medellín. Je suis un officier de l'immigration colombienne. Attendez ici et détendez-vous. Peut-être 3 ou 4 heures. Photos, empreintes, signatures. Avec près de 35 000 interceptions de clandestins en 2016, la Colombie a adapté sa politique migratoire. Les sans-papiers sont recensés, puis relâchés, avec ordre de quitter le territoire. Après 11 jours de transport depuis Sao Paulo, stress et fatigue se sont accumulés. À l'écart du groupe, Rosette craque. Je regrette, mais je n'en peux rien. C'est pas facile, mais je n'ai pas de choix. Il faut rentrer. C'est trop difficile, tu connais. Je regrette. J'ai l'espoir, c'est Dieu là qui va me faire arriver jusqu'au bout. Relâchés quelques heures plus tard, Rosette et son groupe sont libres de poursuivre leur chemin. Devant eux, à une journée de bus, l'étape la plus meurtrière de cette route interminable. La jungle du Darién, un enfer vert aux mains des narcotrafiquants et des paramilitaires du clan Usuga, couloir de tous les trafics entre Colombie et Panama. Dans les rues de Turbo, migrants et passeurs se côtoient et négocient. Malgré les vagues d'arrestations des autorités, le trafic de migrants prospère. D'ici, il faut ensuite traverser le golfe d'Urabá pour atteindre Capurganá. Les eaux du golfe sont capricieuses, les embarcations parfois fatiguées, naufrages et noyades sont fréquents. Tranquilo, amigo, Armada Nacional. Batallón de Infantería Marina número 16. Mantenga la calma. Sur terre comme sur mer,
Les opérations de contrôle et d'arrestation se poursuivent pour démanteler les réseaux de passeurs. Mais peu importe les obstacles quand on fuit une mort certaine. Moi aussi, je suis somalien. Ma famille est morte, mon père, mon frère. Seule ma mère a survécu. Tous les autres sont morts. Je suis parti pour trouver une autre vie et pour trouver la paix. On fuit de gros problèmes, donc quoi qu'il arrive, on est prêt. Qu'on vive ou qu'on meure, on avance. Kapurgana, dernière étape avant la jungle. Dans ces hôtels colorés, deux mondes se croisent. Touristes et migrants, étrangers en vacances, étrangers en exode. Après une panne en pleine mer, Rosette et son groupe viennent de débarquer. Comme eux, plusieurs migrants tentent de négocier leur passage. Mais impossible pour l'instant de rallier clandestinement le Panama. L'armée mène une opération dans la zone. Si tu traverses les eaux de la mer, les fleuves ne te submergeront jamais. Et moi, j'ai vécu ça aujourd'hui. L'image que j'ai, je vois qu'il y a encore un espoir, il y a encore un avenir devant moi. Je vois qu'il y a encore de bonnes choses que Dieu est en train de me réserver. Parce que je sais qu'en voyant géographiquement parlant, là où je viens, c'est loin. Mais là où je vais, ce n'est plus loin. Rosette et son groupe décident de revenir sur leurs pas. Ils tenteront à nouveau leur chance dans quelques semaines, après la fin des opérations militaires anti-cartel. Notre équipe, elle, poursuit le tournage. Pour emprunter le même chemin que les migrants, nous sommes contraints de payer un passeur. En saison des pluies, la plus forte au monde, la forêt devient vite un piège. Les autochtones disent alors « la selva come », la jungle mange. Là, pour l'instant, ça va. Il y a peu de passages. Ça peut être bien pire. Une veste. Et tiens. Regarde. Un scorpion. Regarde ça. Ici, il y a des gens qui arrivent un peu fatigués après la petite montée. On en croise qui sont assis là. Certains passeurs les pressent d'avancer. Il y en a qui restent derrière. Et les passeurs qui arrivent ensuite les ramassent. Il y a des irresponsables. Ceux qui souffrent, il faut les ménager, ralentir le rythme. Toutes les 10 minutes, s'arrêter un peu avec eux. Parce que si on ne le fait pas, il y en a qui meurent. Les forts les tuent. On arrive là-haut, là. Chaque passeur est responsable de son territoire. Ici, le trafic de migrants est un business. Il faut l'entretenir et faire sa publicité. Nous avons pu récupérer des images rares, prises par les passeurs eux-mêmes. Les amis, c'est moi. On finit de grimper la colline de la mort. On marche vers le Panama. Les copains, on arrive sur la colline de la mort. Fédé, Yasmani, le gros et les autres. Suivez ce gars. C'est un bon, c'est le passeur qu'il vous faut. Exigence de leur chef, les trafiquants gardent une preuve de vie des migrants qu'ils transfèrent au réseau suivant. Sur ces images, les marcheurs sont bangladeshis, népalais et chinois. Ils ont déjà parcouru la moitié du globe pour arriver là. Maladies, noyades, agressions armées, ceux qui meurent en route sont abandonnés sur place.
Il n'existe aucune donnée officielle sur le nombre de victimes chaque année. Leurs histoires se perdent dans ces coulées de boue et de pluie. Sur notre chemin, voici malheureusement le cadavre d'un migrant qui a péri en route pour le rêve américain. Côté Panama, nous croisons les communautés indigènes de la jungle. Déjà pauvres, elles ont un temps apporté leur aide aux migrants exténués, avant de fermer leurs portes, débordées. Ceux qui parviennent à rejoindre la route panaméricaine filent vers la capitale, à 4 heures de route. Puis, direction Paso Canoas, sur la frontière nord. Nous empruntons la route du trafic avec Freddy, un journaliste local. Au début, ça a commencé avec des groupes de 10, 15, 20 personnes. Mais depuis un an, novembre et décembre, à la frontière entre le Costa Rica et le Panama, c'est devenu complètement fou parce qu'il y avait entre 5 et 8 000 étrangers. Dès que les migrants arrivent en Équateur, les passeurs et leurs réseaux sont déjà présents. Ils communiquent entre eux au Panama et au Costa Rica pour déterminer précisément quel groupe ils vont transporter de Paso Canoas au Nicaragua. Ces routes servent au transport de marchandises illégales, au trafic de personnes et surtout au trafic de drogue. D'ici, il faudra débourser entre 350 et 500 € par personne pour passer au Costa Rica. Nous rejoignons le camp de transit de Peñas Blancas sur la frontière nicaraguayenne. Je ne fais que passer, mais vraiment, Costa Rica, je n'oublierai jamais. Merci Costa Rica, je t'aime. Ici, personne ne s'attendait à vivre un enfer dans la jungle du Darién. 15 jours dans les forêts, il y a les gens morts. Il y a les autres familles qui viennent, tu vois, papa mort, on a resté avec les mamans, avec les enfants. Moi, j'ai vu une autre fille, un fille de 35 ans mort devant moi, nous étions ensemble. Les gens morts. Maintenant, si tu me vois comme ça, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Si vous m'entendez, ne pensez pas à prendre cette route, parce qu'elle est mauvaise, très dangereuse. Pas de place où dormir dans la forêt, des serpents, des pythons, l'eau, les scorpions. Je ne conseillerais pas même à mon ennemi d'aller dans cette forêt. En attendant de trouver le bon passeur ou de réunir l'argent nécessaire pour atteindre le Nicaragua, les migrants se soutiennent, s'adaptent et reprennent leur route. Vraiment, personne n'a vu venir l'arrivée massive de ces gens qui viennent d'Afrique, d'Asie du Sud, de pays comme le Népal, le Bangladesh, le Sri Lanka, du Burkina Faso. Les sommes d'argent qu'ils dépensent pour traverser l'océan, sans parler des routes qu'ils doivent prendre pour échapper au contrôle, ils arrivent en très mauvaise santé. On ne sait pas si 100% atteignent leur but. On pense que beaucoup n'arrivent jamais. Nous reprenons la route pour rejoindre le Nicaragua. Mais arrivée à la frontière, notre équipe est interdite de passage. Les autorités veulent éviter toute question liée au trafic de migrants. Ici, les passeurs demandent jusqu'à 1 000 € par personne pour traverser la frontière. Une fortune. Certains migrants donneront tout ce qu'ils ont avant parfois d'être malgré tout arrêtés et renvoyés au Costa Rica. Nous suspendons notre tournage. Mais nous gardons le contact avec Rosette et sa famille. 2 mois plus tard,
nous apprenons que leurs compagnons de voyage ont abandonné en Colombie pour retourner au Brésil. Rosette et sa famille, eux, ont continué, malgré les risques. Ils sont déjà au Costa Rica. Ils nous envoient ces images prises avec leur téléphone. Après avoir échappé à la mort dans la jungle du Darién, choqués mais heureux, ils ont pu rejoindre le camp de transit où nous nous étions arrêtés. Cas des réfugiés au Costa Rica, la Cruz, c'est la Cruz. Mais l'étape est brève. En 6 jours, Rosette et sa famille traversent 4 frontières. Grâce à un passeur, ils contournent par bateau une partie du Nicaragua, avant de rallier, à pied, le Honduras. Des kilomètres de jour comme de nuit. Sur ces images, Rosette, exténuée, porte sa fille sur son dos, au milieu d'un groupe de migrants. C'est les frontières la frontière des Nicaragua. Nous allons à l'immigration. Grâce à un laissez-passer des autorités, après de longues heures de transport et de marche, Rosette et les siens atteignent le Guatemala. Ici, c'est à Honduras, frontière Guatemala. Pour passer au Mexique, il faut ensuite éviter la noyade sur les eaux du Rio Suchiate et ses embarcations clandestines faites de chambres à air de camions et de palettes de bois. Papa, retiens ce côté pour pas que ça tombe dans l'eau. Ici, nous traversons Guatemala pour Mexique. Nous parvenons à les contacter, puis à les rejoindre à Tijuana, à la frontière avec les États-Unis. Rosette a laissé toutes ses économies dans les mains des passeurs pour arriver là. Plus de 4 000 € dépensés depuis leur départ du Brésil. Selon nos estimations, plusieurs dizaines de millions d'euros alimentent ainsi chaque année les réseaux du trafic de migrants en Amérique latine. Après quelques échecs, un refuge pour migrants accepte de les recevoir. Rosette, soulagée, profite de ce répit. Donc vraiment, c'était un voyage vraiment risquant, très risquant. Mais Dieu nous a aidés, on n'a rien vu. Mais vraiment, c'est risquant. Si, je suis contente de ça parce que c'est que je suis déjà à la frontière. Je suis dans la ville, la dernière ville de Mexique. Je suis très contente. La prochaine étape, d'après nous, c'est les États-Unis et après les États-Unis, on prend le Canada. Les rêves viennent encore au Canada. Parce que moi, mon souhait, c'est que j'aime beaucoup vivre là-bas au Canada parce que je sais que là, c'est la partie qui parle le français. Je vais m'adapter facilement. Les États-Unis sont à portée de main. Mais il faudra encore des jours, des semaines avant d'atteindre le Canada. Les deux pays ont un accord migratoire. S'ils sont contrôlés aux États-Unis, Rosette et sa famille ne pourront plus demander l'asile au Canada. Il faudra donc traverser clandestinement le pays de Donald Trump. Il faudra cette fois survivre au désert, aux miliciens armés et aux cartels entre Mexique et États-Unis. Selon l'ONU, plus de 400 migrants sont morts en 2017 sur cette frontière. Pour d'autres, la route se poursuit avec une demande d'asile aux autorités américaines au poste frontière de Tijuana. San Diego. Dans ces centres où la détention peut durer jusqu'à 6 mois, et malgré nos nombreuses demandes, nous ne serons pas autorisés à filmer. Entre ces murs, les détenus attendent la libération ou la déportation, souvent sans réelle assistance juridique, dénoncent régulièrement les avocats spécialisés en immigration. Things have evolved and has gotten
Les choses ont évolué et ont empiré ici. L'Amérique a changé d'attitude face à l'immigration. Ce ne sont pas des camps de réfugiés. Ils les détiennent dans de vraies prisons. Ils ne font pas de différence entre un terroriste, un criminel et un demandeur d'asile. Et c'est toute l'ironie de ce qu'est devenu l'Amérique. La statue de la liberté qui dit « Envoyez-moi vos fatigués, vos pauvres, vos persécutés » que l'on peut voir dans la baie de New York, cette image est ternie pour toujours. On devrait changer la statue, peut-être l'amener au Canada. Le poème gravé au pied de la statue de la liberté est toujours dans la baie d'Hudson. Mais il résonne surtout désormais dans les messages du Premier ministre canadien. Comme dans ce tweet, posté peu après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. De son côté, Donald Trump a déclaré la guerre aux 11 millions de clandestins des États-Unis. Son administration s'est rapidement exécutée. En un an, les rafles et les arrestations des services de l'immigration ont presque doublé. C'est ton camion? Oui, monsieur. Oui? On peut vérifier? Tu portes une arme? Non. Jamais? Non. Jamais porté d'arme? Non. Maintenant, on vous emmène à l'immigration à Dallas. Terrorisés, beaucoup pensent trouver refuge au Canada. Ils rejoignent New York, où transite la majorité des migrants qui visent la frontière canadienne. Beaucoup montent dans ces bus en direction de Plattsburgh, au nord de l'État de New York. À bord, au milieu de la nuit, Adams, 17 ans, accepte de nous parler. Suite à un conflit d'héritage familial au Nigeria, Adams dit avoir fui une mort certaine. Je veux étudier, aller à l'école. Je ne connais personne au Canada. Je n'y ai pas de parents. Je n'ai pas le choix. Je ne veux pas être envoyé chez moi. Parce que je sais ce que Trump est en train de faire. Il y a 3 jours, 5 Nigérians ont été expulsés. Les 5, devant moi. J'ai peur. Je ne sais pas ce qui va arriver. Grâce à un visa de tourisme, il a pu rejoindre directement New York en avion. Pour lui, la route sera courte. Il espère trouver refuge à Montréal. Plattsburgh, 4 heures du matin. Adams trouve un chauffeur de taxi pour l'emmener à la frontière. Nous continuons de filmer en caméra discrète. Pour ce chauffeur de taxi, la navette entre Plattsburgh et la frontière canadienne fait désormais partie du quotidien. Il en arrive tout le temps, mais beaucoup plus maintenant qu'avant. Je ne les amène pas derrière la frontière. Moi, je suis juste un taxi. Ils me demandent de les amener et je les y amène. Et c'est ce que la police nous dit de faire. Ils ne sont pas méchants. J'imagine que c'est le président qui veut les voir quitter le pays. Je ne sais pas. Je ne cherche pas. Je suis juste désolé pour eux. Signe d'une affluence discrète mais régulière, 3 taxis se succèdent dans cette impasse, en pleine campagne. J'ai peur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Notre chauffeur essaie de rassurer le jeune migrant. Tu vas voir un passage. Ils vont venir vers toi, écoute-les et marche vers eux. Est-ce que vous parlez anglais, monsieur? Oui. Ok, ne traversez pas ici. Si vous traversez, on vous arrête, ok? Arrêtez-vous là. On est la police, pas la douane. Si vous traversez ici, on vous arrête. Vous comprenez? Oui. Si vous voulez entrer légalement au Canada, vous devez aller à l'est, à un poste frontière. Si vous traversez ici, vous serez en état d'arrestation. C'est la police, vous voyez? Oui. C'est votre choix. Si vous passez, on vous arrête, ok? Ok. All right.
Être arrêté, c'est aussi pénétrer sur le territoire canadien. Dans quelques heures, Adams sera transféré à Montréal. La procédure d'asile durera des mois. En cas de refus, les migrants sont expulsés par avion vers leur pays d'origine. Voilà pour cette longue route parsemée de dangers. Reportage de François Riouet avec les équipes de France 24, Radio-Canada et la RCN. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Reporter le Doc et dès la semaine prochaine pour Reporter sur France 24.